J'ai des squatters à la maison, et ils ont changé les serrures. J'ai toujours payé mes impôts, alors vous avez intérêt à me les sortir à coups de pompe dans le cul. Tout de suite la violence, c'est pas si facile. Ils sont là depuis 3 jours, c'est trop tard maintenant. Il fallait pas voter Macron, monsieur, et Hollande. Et même Sarkozy. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un réel plaisir de te retrouver après cette coupure qui nous a mis un peu en retard sur quelques épisodes ces dernières semaines et on s'en excuse. On va se rattraper avec cet épisode hautement stratégique puisque nous allons nous adresser aux personnes qui veulent investir massivement sur un point qui n'est strictement jamais abordé. J'ai cherché sur Internet, je n'ai rien trouvé et pour autant, c'est un critère ultra important. C'est le maillon... C'est ce que j'appelle le dernier maillon de la chaîne, de l'argent, du patrimoine. Et c'est le maillon le plus faible, le plus important. Et c'est là qu'il faut vraiment insister et avoir de l'expérience, un retour d'expérience pour pouvoir en fait éviter de commettre un certain nombre d'erreurs. Et tu as raison, j'ai regardé pas mal, on n'en parle pas du tout au niveau stratégique. D'un point de vue stratégique, on n'en parle pas. Et comme on s'adresse quand même à des investisseurs qui voient grand, qui ont quand même de l'ambition, a fortiori dans un cadre dit de Blitz Patrimoine, là il faut vraiment faire attention à ce point-là. Donc ça va être un épisode à la fois stratégique et ultra opérationnel, avec du conseil qui sera donné de façon assez développée et concrète pour qu'on ait... Alors tu vois, tu avais dit en fait pour moi c'est pour tout le monde, même les débutants. Même les débutants ? C'est tout de suite qu'il faut mettre en place les choses. D'accord. Donc, on veut vraiment le faire sous un format de masterclass. Et vraiment, je conseille de prendre une feuille et un stylo et de l'écouter plusieurs fois. Et je ne pense pas que j'exagère. Je pense qu'avec l'IA, tu peux faire un résumé des idées principales, je ne sais pas. En fait, c'est pas Fouad qui parle, je l'ai cloné. C'est pas Fouad qui parle. L'ours est en hibernation, je répète. L'ours est en hibernation. Donc, on va voir des éléments actionnables, concrets, à écouter plusieurs fois. On va parler de la gestion locative, car quand on dit dans les précédents épisodes que gérer un parc de 10 millions d'euros prend 50 heures par an, pas par mois, 50 heures par an, on s'est fait traiter de Hakim en référence... Une Hakimad. Une Hakimad, ouais, et que ce n'était pas possible. J'ai également récemment sorti une vidéo où je comparais, tu sais, les intérêts composés sur un discours de Finari qui disait que le chemin le plus sain, c'était faire 300 € de DCA et rester locataire pendant 14 ans. Où on me dit, gérer un parc de 2,2 millions d'euros, c'est un job à temps plein, limite. Non, mais si tu veux, la problématique... déjà, ce qui m'a très surpris sur l'utilisation de ce champ lexical, sain, c'est-à-dire que tu arrives, tu viens moraliser quelque part des domaines d'activité comme si certains étaient malsains. Oui, c'est ce que j'ai dit dans la deuxième vidéo. Et sous-entendant que le reste est malsain. C'est vrai qu'on avait fait un premier épisode sur Mounir, sur la confusion de la phase 1 et de la phase 2, mais là, rajouter une forme de moralisation de l'argent, la morale n'apporte en règle générale que la médiocrité. Celle-là, c'est une bonne punchline. Non, mais c'est vrai. La morale, c'est le choix par défaut. Le choix par défaut, c'est la médiocrité. La médiocrité, étymologiquement, ça ressemble à une insulte, ça l'est pas du tout. Étymologiquement, la médiocrité, c'est la moyenne. Or, la moyenne, de mon point de vue, est une forme d'insuffisance financière aujourd'hui. Quand on regarde le patrimoine moyen des Français, il tourne aux alentours de 200 000 euros. Enfin, Piketty, dans son bouquin, que je suis en train de lire en ce moment, Le Capital, la contrefaçon. Alors, bizarrement, c'est pas trop dur pour moi, tu dis ? Ouais. alors, tu vois, ta question, elle est très intéressante. Et les auditeurs savent que je ne fais jamais dans la fausse modestie à la française. Voilà, malgré mon amour pour la France. D'ailleurs, le livre est dédié, vous le verrez dans la première page, le livre est dédié à la France et à l'éducation nationale.
Tu vas pas en vendre beaucoup avec... Et également à tous les pauvres de France. Il y en a 10 millions malheureusement qui vivent sous le seuil de pauvreté et 3 millions qui sont des enfants. Mais ta question elle est intéressante, c'est que je me suis dit quel est le niveau conceptuel. Pour moi, on reconnaît l'intelligence d'un individu à sa capacité à raisonner de manière conceptuelle. Quel est le niveau conceptuel de Piketty ? Alors, il y a des équations qui sont vraiment très intéressantes. On digresse un peu, mais ça reste un sujet qui est intéressant. Revenu en ce moment, du capital toujours supérieur au revenu du travail. Non, que ça augmente. Oui, voilà, c'est le taux de rendement du capital qui est supérieur au taux de croissance de l'économie. Et tu vois, j'ai une sous-règle en sciences de l'enrichissement. Ne jamais consommer son capital et réinjecter une partie, voire la totalité du rendement du capital. Et si tu veux, c'est de la mécanique financière. Si jamais le rendement du capital est totalement réinjecté dans l'économie, mécaniquement, les parts du gâteau du PIB, de la production nationale, mécaniquement, elles sont grignotées par le capital. Et c'est ça le problème. Heureusement pour la société, quelque part, beaucoup de gens consomment la totalité du rendement du capital. Mais voilà, la digression, c'est pour dire que... j'ai perdu le fil conducteur, mais c'est pas grave. Oui, je lis le Capital en ce moment, le vrai, l'original. Alors, j'ai été agréablement surpris, tu vois. J'avais lu de Karl Marx, exactement. Alors, petite parenthèse, tu vois, parce que ça reste intéressant aussi sur la culture économique. J'avais envoyé une petite vidéo à quelques amis, puis tu vois, c'est pas trop mon bord. Mais en fait, les gens confondent Karl Marx, le génie de la sociologie, du capital, le premier qui décrypte les règles du jeu de l'argent, du capital, la dichotomie entre travailleur ne disposant que de sa force de travail et capitaliste. Prolétaire et bourgeois. Voilà, et on est, attention... Il n'y a que deux classes chez Karl Marx. On est en 1867. C'est 40 ans d'observation, 20 ans de rédaction de l'ouvrage. Donc j'ai été agréablement surpris. Le livre se lit quand même assez bien. Ton livre sort dans 17 ans, donc. Non. Après, l'avantage, si tu veux, qu'on a aujourd'hui, quand on va quand même sur des concepts très travaillés, Karl Marx n'avait pas Internet. Internet, ou l'IA utilisée comme je le fais en pensée transversale, en pensée créative, ça t'apporte quand même des cartes, des outils de réflexion que Karl Marx n'avait pas. Karl Marx a dû tout créer, tout imaginer seul. Mais voilà, ne pas confondre le militantisme et la sociologie, c'est très important. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, le blitz patrimoine, pour pas que ce soit un blitz un château de cartes quelque part, il faut absolument porter énormément d'attention au dernier maillon de la chaîne, qui est la gestion locative. Pour ceux qui veulent aller plus loin, tu trouveras dans la description un lien qui regroupe tous les points. Tu trouveras le lien pour réserver un audit avec Fouad. Tu trouveras un lien également pour une masterclass de phase 1, phase 2 en matière d'enrichissement et comment l'immobilier permet de faire une phase 1 le plus rapidement possible. Tout se trouve sous le podcast. Rentrons dans le vif du sujet. En parlant de phase, si tu ne fais pas la distinction entre la phase 1 et la phase 2, tu sais ce qui se produit en règle générale ? Je vais te dire, c'est une punchline. Moi, je vais t'en trouver une. Alors, on va voir si ça m'étonnerait que... Je t'ai mis une punchline, c'est que si tu fais une confusion, tu arrives en phase 2 sous-capitalisé et lorsqu'il est trop tard pour la phase 1, tu peux plus rien faire. Non, c'est mieux que ça. Si tu fais une confusion entre phase 1 et phase 2, tu bascules directement dans la phase 4, qui est la phase terminale. C'est-à-dire que c'est le cancer de ton capital et t'es mort en fait. Axel, note. Donc phase 1, phase 2. Si tu fais... et ça c'est important, je pense que ça mérite un épisode, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et une fois de plus sur l'analyse sociologique, la plupart des gens, en tout cas sur Internet, que ce soit les formateurs, mais ils la permutent. Ouais. Comme si c'était facile d'atterrir en phase 2. Parce qu'en fait, eux, ils se sont retrouvés en phase 2 du jour au lendemain sans rien comprendre. C'est comme un gagnant du loto. Oui, mais il y a aussi un manque d'intelligence conceptuelle. Emmener déjà les gens sur la phase 1 avant de... alors, il y a aussi du marketing, c'est-à-dire que la phase 2 fait rêver. Oui, elle est très facile. C'est 5 heures par an de gérer un ETF. Voilà, quelque part, tu fous ton pognon en bourse.
où tu achètes du prime, comme dirait l'autre. Je sais pas si tu l'as vu là, j'ai vu un short. Les villas. Moi, j'ai investi dans du prime. Très simple, ce que je veux c'est faire que du prime. Donc je vais acheter que des maisons vraiment de luxe, prime. Et l'idée c'est de créer un portefeuille vraiment de villas de luxe. Tu l'as pas vu? Oui, des locations prime, 20 millions d'euros. Ouais, je sais plus, mais oui, c'est facile de faire du prime quand tu as du pognon. Après, bon, il faut parler. Ça dépend de si on est regardant sur l'origine de l'argent ou pas, tu vois. Mais ces phases-là, je pense Cet que épisode est édité par la société de Fouad, je tiens à le Voir préciser. grand. Toutes les mises en demeure sont adressées directement à son adresse. Je suis resté sur des analyses conceptuelles, qui est un de mes points forts. Mais cette phase, donc, durant la phase 1 de constitution du patrimoine, il y a un maillon qui pète souvent parce qu'on n'y a pas porté suffisamment d'attention. Le fait d'avoir sous-estimé ce maillon fait que on peut avoir en fait une mise en danger du patrimoine immobilier et ça nécessite un épisode spécifique. Donc on va rentrer dans la gestion locative, le choix du gestionnaire locatif, le maillon le plus sous-estimé de toute la chaîne immobilière, alors, et j'insiste bien sur le alors, que c'est le plus important. Fouad, au travers de ton expérience, sur des centaines de millions d'euros chassés, plus de 100 millions minimum. J'irais largement plus de 100 millions d'euros. Donne-moi un vrai chiffre, tu vois. Alors, Comme Hakim, 132 millions. Tu sais que j'utilise... Va pas me dire 132 millions, 110 Non, millions, non, 115 en millions. fait, Combien d'hectares? Non, mais si tu veux, moi, je visualise déjà mon... Tu vois, j'ai pas d'Excel. Je visualise tout, en fait. En fait, j'ai une visualisation mentale. Comme Hakim. Et comme je suis un peu allergique à l'informatique, alors il faut différencier la visualisation mentale de l'imagination. C'est deux choses. Ça ressemble, ça relève. Alors l'un relève de la psychologie et l'autre de la psychiatrie. C'est totalement différent. Aujourd'hui, je suis en forme. Ah, t'es en forme pour cette reprise. On peut déjà donner toujours l'introduction sociologique. Qu'est-ce que j'ai observé? Ouais. Le premier point, on en a un petit peu parlé en introduction, c'est le maillon le plus sous-estimé. C'est limite si les gens y pensent. Alors que toute la chaîne immobilière dépend de la gestion locative. Et donc, il y a en conséquence directe, les gens ne pensent pas à recruter un gestionnaire locatif de qualité parce qu'il faut le recruter, comme il faut recruter son notaire, comme il faut recruter son banquier, son maître d'œuvre, exactement, son comptable. Exactement. Et tu vois, là, on est dans une démarche proactive et on n'est pas dans une démarche passive qui consiste à attendre que ça tombe tout seul ou pire, choisir au hasard le gestionnaire le plus proche de l'immeuble de rapport, par exemple. Pour bien préciser pour l'auditoire, le gestionnaire locatif, c'est celui qui arrive en dernier, comme tu l'as dit, c'est celui qui va gérer l'entrée, les sorties, la les mise en location, tout à fait. Qui peut gérer également les petits sinistres, puisque tu peux donner une délégation. Tout à fait. Ça veut dire que quand on entend des gens, ouais, mais si demain tu as une ampoule qui pète, tu peux mettre une... Il y a un montant où... Tu peux dire 2000 euros, jusqu'à 2000 euros, jusqu'à 2000 euros, vous ne me contactez pas. C'est ça, exactement. Et donc, c'est la personne qui va s'occuper de ce parc, c'est les sociétés que vous connaissez. On les connaît, Saint-Thierry 21, oui, bien sûr. Foncia. Citia, qui est aussi très présent. Foncia, Citia, qui sont des gros acteurs. Et donc, c'est un partenaire qui est extrêmement important parce que, in fine, en fait, c'est lui qui encaisse les loyers, concrètement. C'est-à-dire qu'on a un levier bancaire. Voilà, on sait que la France est un paradis bancaire. On peut littéralement lever plusieurs millions d'euros. Mais derrière, il faut rembourser les prêts. Et là, ce qui rembourse les prêts, économiquement, c'est les loyers encaissés. Et pour pouvoir les encaisser, là, il faut avoir en fait un partenaire fiable, professionnel. Qui va suivre. Qui va suivre, en fait. Alors, j'ai cette expression. Il faut veiller sur le parc immobilier comme on surveille le lait sur le feu. Mais en fait, c'est au gestionnaire de le faire. Et nous, en tant qu'investisseur, on doit
se concentrer sur, quelque part, la relation qu'on va créer et le suivi et le contrôle du gestionnaire locatif qui, lui, sera sur le terrain. En fait, nous, on doit se concentrer sur le recrutement de ce dernier qui, lui, va gérer les 50 locataires. C'est à fait. d'ailleurs pour ça, par exemple, on avait fait un podcast avec Madeleine, qu'on salue au passage, si elle écoute le podcast, qui expliquait que son parc de 10 millions d'euros, il y avait combien de lots dedans? Une centaine, un peu plus, en appartement? Je ne sais pas, parce que moi, je compte en unités, mais c'est plusieurs immeubles. Tu as des immeubles avec 20 lots et tu as des immeubles avec une dizaine de lots. Donc, on peut dire quoi? Une centaine de lots? Alors d'ailleurs, il y a une technique qu'elle a mise en place d'elle-même, que j'ai trouvée brillante. D'aller les voir tous les ans? Ouais, voilà, à la fin de l'année. Ça, c'est un premier conseil sur un gros parc. Alors je sais que c'est chiant, dans le sens où il faut se déplacer, mais en même temps, il faut le voir comme un petit tour de France de son patrimoine immobilier. Ça fait plein de stories Instagram. Ouais, tu mets le gilet jaune, mais pas le sale gilet jaune, en fait. Non, le maillot jaune. Alors tu peux passer du gilet jaune au maillot jaune. Et là, en fait, c'est vrai que ça peut être une balade en même temps agréable. Familiale, parce qu'elle le faisait avec ses enfants. Et moi, je trouve qu'en termes d'état d'esprit familial, en termes de vision intergénérationnelle, en disant, voilà, regardez le patrimoine, voilà ce que c'est pour vous. Elle allait voir certains locataires aussi, non? Non, elle allait voir que les gestionnaires locatifs. Que les gestionnaires locatifs, et elle allait visiter également l'immeuble. Et ça, c'est une des techniques qu'il faut mettre en place. Parce qu'en fait, c'est comme dans certaines industries, il faut montrer que tu es présent. Et là, c'est un peu la même chose. C'est déjà aller vérifier l'état de ton patrimoine, voir s'il n'y a pas d'anomalie. Pareil quand tu as des travaux. Hein. Faire acte de présence. Et aussi, on le verra, il y a une de techniques qui n'est quasiment jamais appliquée. Tu sais, j'avais parlé de il faut exprimer une gratitude sincère et significative à l'égard d'une banque qui t'a octroyé un financement. Tu vois, moi, j'ai eu un financement sur Nice pour l'appartement. La patronne. Ouais, la patronne. D'ailleurs, c'est marrant, elle m'a dit quand est-ce qu'on signe. Donc, quand est-ce qu'on signe? Dans voir grand héritage, c'est une SASU. Donc, est-ce que juridiquement, on peut mettre 2 personnes dans une SASU? Non. Je veux dire, c'est de la faute d'Hugo. C'est lui qui m'a conseillé. Il est à la pointe de la sophistication de l'individualisme juridique. Donc, tu vois, moi, j'ai offert 250 € de chocolat Alain Ducasse. Voilà, et il m'a dit, et j'ai adoré sa réaction. Ça tombe. Alors, il n'a pas fait le faux modeste. Ah non, fallait pas. Il a dit, ça tombe bien, j'adore le chocolat. Et moi, je lui dis, j'adore le chocolat couplé au café. Moi, j'achète des cafés, des grands crus. Et en fait, quand tu as quelqu'un qui aime le chocolat ou qui a fait son boulot et que tu as su être dans la gratitude en faisant un beau cadeau sincère, sur le prochain dossier, il fera tout pour te suivre. Moi, j'offre une escorte et je menace les étudier les Russes. Et je menace avec des photos avec sa femme s'il n'y a pas les prochains. Ça, c'est une méthode de russe. Et je n'ai pas les aptitudes pour. J'ai trop d'empathie pour utiliser ce genre de méthode. Non, mais tu sais, sur le recrutement des espions, et c'est très intéressant parce qu'on va parler recrutement, les espions et les services de renseignement, quand ils recrutent des assets, on appelle ça des assets où ils vont recruter une personne qui a des accès à l'information. Donc, comme le terme recruter vient des services d'espionnage. Ils recrutent du capital humain. Voilà, et ils appellent ça le MICE, M-I-C-E. Et le MICE, c'est l'acronyme où qu'est-ce que tu peux utiliser pour forcer une personne à coopérer avec toi. L'argent, money. I, c'est idéologie. Donc, par exemple, quelqu'un qui est contre... qui croit une cause. Qui croit une cause et qui... sur ça. C'est une cause, pas une cause. C'est pas O accent circonflexe, c'est AU. Oui, mais moi... Putain, c'est qui l'enfant d'immigré? Merci l'éducation nationale. Je comprends pourquoi je leur dédie mon livre. Je viens du sud-ouest. Ouais. Vous êtes un peu espagnol sur les bords, vous, quand même. Le foie gras, tu vois. Ça, c'est bon, le foie gras. C'est bon. La truffe du Périgord, là, c'est bon. Et tu as le C qui est le compromat. Ah oui. Le compromat, c'est... Compromettre. mais la compromission. Et le dernier, c'est l'ego. Et ils te disent que techniquement, toute personne peut être avec ça. D'ailleurs, on fera un pur sang sur l'ennemi et l'ego.
L'ego et l'ennemi, pardon. Ouais, de Ryan Holiday, un livre exceptionnel. Ouais, qui est très bien. On essaiera de le faire à 3. Un plan à 3. Vas-y, Non, mais un plan littéraire. un plan littéraire, oui. Calme-toi, Avec, t'es en forme, toi. Avec, Ça t'a manqué le podcast. avec Rémi. Non, mais alors, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que là, ça fait. Alors, là, ça fait 6 mois que j'écris à mort. Et tu vois, petite parenthèse, Karl Marx a a participé personnellement à la traduction En français. en français. Et le traducteur n'était pas très bon, donc il a été obligé de reprendre la traduction. Et ça l'a énormément épuisé. Et la version française était tellement sophistiquée qu'elle a servi de référence pour traduction des versions étrangères. Tu vois, c'est énorme quand même. Rassure-moi, tu vas pas le traduire en allemand à court livre, parce que là, on a quoi? On a 2 décennies à attendre. Non, après le travail de traducteur, c'est pas moi qui le fais. Non, mais Ah oui, moi j'ai pas les moyens. Non, je suis honnête là-dessus, je ne parle pas allemand. Revenons sur notre mouton, revenons à la gestion locative. Quelle erreur sociologique tu vois chez les gros investisseurs par rapport à ça? Bah, le premier, c'est de sous-estimer ce maillon et en fait de ne pas s'y intéresser du tout. Et donc le risque, c'est de la mauvaise gestion locative, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait des vacances locatives. On va avoir, alors là, tu vois, je raconte une anecdote. Il y a un bien que j'avais chassé. Et un de mes clients qui souhaitait faire un arbitrage, qui avait amorti à peu près la moitié du capital, donc un client de 2019. Il avait fait un financement court sur 15 ans. Donc il souhaitait revendre le bien, donc il m'a signé un mandat de vente. Et on s'est aperçu en fait que donc il avait rénové un certain nombre de logements, il en a rénové une deuxième partie. Donc, c'est un immeuble avec une vingtaine de lots. Et là, je me suis aperçu que le gestionnaire qui était très bon, donc le salarié du gestionnaire qui était bon, mais surtout le salarié, est parti, donc était en congé maternité, et les biens à rénover n'ont même pas été mis en location. Et ça m'a pété la vente. J'avais un acquéreur. Ça a fait chuter le rendement sur le rendement effectif, sur le compte de gestion. Et en fait, le remplaçant n'était pas du tout compétent, d'ailleurs, qui s'est fait licencier entre-temps. Donc ça montre que la surveillance, c'est un peu comme la Stasi. Elle est permanente. Est-ce que tu sais qu'Angela Merkel a été... il y a eu une tentative de recrutement d'Angela Merkel quand elle avait 17 ans par la Stasi. Tu sais pour quelle raison? Parce qu'elle parlait d'autres langues? Mais non, elle était allemande, elle était à Berlin-Est, donc elle était dans le zoo, elle était enfermée, uniquement parce que c'est un individu qui est doté d'une intelligence émotionnelle exceptionnelle. C'est un animal à sang-froid. Cette femme, enfin je me pose la question si c'est une femme, admettons que ce soit une femme, enfin bref, je fais la parenthèse. Sébastien, calme-toi. Non, l'idée c'est que il faut surveiller en fait le gestionnaire, avoir des comptes rendus, on en parlera en permanence. Comme tout, comme les travaux. Comme tout, mais en plus là, ça ne nécessite pas tant de travail que ça. Et à un moment donné, quand tu fais totalement confiance et que tu as lâché l'affaire, tu t'aperçois en fait que, pas trop tard, mais dès qu'il y a un événement important, tu t'aperçois par exemple que, alors tu vois, j'ai une autre anecdote, tu t'aperçois que le job n'a pas été fait. J'avais chassé un bien, un immeuble de rapport. Il y avait 15 lots qu'on avait totalement rénové, 330 000 € de travaux, totalement rénovés. Donc c'était des studios dans une ville de 50 000 habitants, qui est capitale de son département. Et là, l'investisseur me dit, écoute, Fouad, ça ne se loue pas, etc., machin. Tu vois, j'étais étonné, quoi. Refait à neuf en plus. Refait à neuf, du sol au plafond, toiture neuve, façade refaite, tout était neuf. Et je me suis aperçu que la gestionnaire était en dépression et qu'elle n'avait pas du tout mis en location tous les lots. Aucun lot n'avait été mis en location. Donc c'est de ça qu'on va parler pour éviter ça. Exactement, et c'est ce genre d'erreur qu'il ne faut qu'un investisseur qui a 10 millions d'euros d'encours, par exemple, ne peut pas se permettre. On ne peut pas tolérer ce genre de défaillance humaine sur le dernier maillon de la chaîne qui fait qu'aucun loyer ne rentre. Une question pratico-pratique pour que les gens puissent se projeter, parce qu'ils se disent 12 immeubles, ça fait 12 gestionnaires locataires.
Pas forcément. euh, Pour avoir plusieurs immeubles dans la même zone. Exactement. Donc ça, par exemple, est-ce que tu as en tête, vu qu'on avait fait le retour d'expérience avec Madeleine sur une fois que les fonds étaient levés, combien ça lui prenait de temps et tout, est-ce que tu as une notion du nombre de gestions qu'elle avait? Pour moi, dans son cas, on a grosso modo 3 gestionnaires. 3 gestionnaires, donc ça va. pour 10 millions d'euros. Donc c'est pas la mer à boire, 3 gestionnaires. 3 gestionnaires, si tu en audites 5 par gestionnaire, Si tu passes 1 heure par gestionnaire par mois, ouais, ça fait tu n'as pas besoin d'y passer 1 heure par semaine. 1 heure par gestionnaire par mois, ça fait 3 heures de boulot. Mais le truc, c'est que les gens ne font pas les 3 heures par manque de stratégie. Oui, Il y en a amont. ils préfèrent passer 5 heures dans la voiture pour aller changer le rouleau de PQ. Quoi. Non, mais tu as un autre problème, c'est que tu n'as pas conscience du poids et de la fragilité en même temps de ce maillon. C'est-à-dire que c'est un maillon qui représente beaucoup d'argent, puisque c'est un peu comme dans un supermarché, je vais prendre cet exemple. J'aime. Voilà, surtout que toi, tu as une expérience là-dedans. Même si on a l'automatisation des caisses, si tu mets des gens qui te piquent de l'argent à la caisse, est-ce que c'est un problème? Qui encaisse les milliards de Carrefour, concrètement? Qui c'est qui les encaisse? On enlève les caisses automatiques. Qui c'est qui les encaisse? C'est les caissières. C'est les caissières. C'est une profession extrêmement dévalorisée. En 2022, pardon, tu as une grève sur un de ces immondes hypermarchés, dans une, je crois que c'est, je ne me rappelle plus de la ville, peu importe. Tu as la grève des caissières qui demandent une augmentation de 28 € de salaire par mois. Donc en fait, ces gens-là encaissent littéralement des milliards pour le compte de leur employeur. Le chiffre d'affaires de Carrefour, il est de combien? Plusieurs dizaines de milliards. En France, ouais. Il doit avoir 20% de part de marché sur le deuxième poste budgétaire des Français. Tu pourrais prendre, parce que Carrefour, c'est pas mal d'indépendants, je prendrais plus un exemple en purement Tu crois réseau intégré. Tu crois que le CA des Lidl. indépendants est supérieur au CA des hyper? Mais les hyper sont pas tous indépendants, sont pas tous. Parce qu'ils les ont un peu largués, mais ils ont un bon. peu largués et Je sais que le leader c'est Leclerc, mais bref, tu as des gens en fait qui encaissent et c'est comme si en fait l'équivalent dans la grande distribution, l'équivalent en immobilier, tu ne t'intéresses absolument pas aux gens qui encaissent ton pognon. Et en hypermarché, la caissière, c'est limite si elle est en garde à vue. T'as les caméras braquées sur elle. Alors, tu le si vois, elle dépasse la pause. tu le vois de suite sur un supermarché, tu vas le voir de suite parce que tu vas avoir des deltas de caisse, des erreurs de caisse. Tu as tout le temps des erreurs de caisse à la fin de la journée, surtout quand Tu ils fais payent ta en liquide. compta au jour le jour. Ah, sur les erreurs de caisse, oui. Parce que en fait, la caisse, quand elle démarre, par exemple, que tu as du liquide, tu oublies la carte bleue, mais qui peut être, ça peut être plutôt sur une erreur si c'est elle qui rentre la référence du Mais du tu as une fruit. comptabilité qui est journalière. T'as une comptabilité sur les caisses, en fait, à la fin de la journée. Tu as le résultat tu as le résultat informatique qui te donne le chiffre d'affaires fait sur la caisse. Et en fait, tu dois compter combien tu sors de la caisse. Et la caisse, elle commence avec 500 € dedans. Et tu vois, entre le chiffre d'affaires facturé, le chiffre, tu dois avoir 500 € de plus. Si ta caisse a facturé 3000 € en liquide, tu dois avoir 3500 € dans la caisse. Et tu vas voir, tu as rarement 3500 €. Tu peux avoir 3502 €. Tu peux avoir Tu as des écarts, bien sûr. et tu le vois immédiatement. Mais l'idée, c'est qu'il y a un contrôle de gestion qui est quotidien. Qui est quotidien. Et là, imagine qu'en immobilier, tu as des gens qui encaissent ton chiffre d'affaires, tes loyers, et tu as des investisseurs qui n'appellent pas plus d'une fois par an, voire qui n'appellent jamais. Tu as des investisseurs qui n'appellent, et quand je dis tu as des investisseurs, la majorité des investisseurs n'appellent jamais le gestionnaire. Jamais, ouais. Donc c'est très problématique. Deuxième erreur. Deuxième erreur. Alors, l'idée c'est que on a en fait un phénomène donc qui est extrêmement. Donc le premier pour résumer, c'est sous-estimer le dernier maillon de la chaîne qui est le plus fragile et le plus important. Ce que j'observe, c'est que surtout chez les investisseurs signes noirs, donc ceux qui investissent massivement, ils ont développé un patrimoine qui est remarquable, qui est important en valeur absolue. Et derrière,
la gestion locative, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune appétence pour la gestion locative une fois que ça a été absorbé. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment, c'est la stratégie. Ça va être lever des fonds, structurer. Et la maintenance, ce qu'on va appeler la maintenance, le fait d'administrer ton patrimoine, ce que j'observe, c'est que c'est rarement une passion. Alors, chez moi, c'est pas du... Alors, moi, rien que visiter un bien où il y a des locataires, c'est déjà quelque chose de désagréable pour moi. Donc, il y a des gens, si tu veux, enfin, la plupart des gens, la gestion locative, ça ne les intéresse pas, tout simplement. Et donc, le fait de se dire, le mécanisme psychologique qu'il y a derrière, donc ça ne m'intéresse pas, je ne m'y intéresse pas, et derrière, je ne suis pas ce que fait mon gestionnaire locatif. Et il y a un truc qu'il faut comprendre à ce niveau-là, même si c'est chiant à mourir, même si c'est inintéressant, il faut s'y intéresser. En fait, il faut t'intéresser à ton argent et à ce qui rembourse tes échéances. Donc, ça veut dire que, les acquisitions, la structuration, c'est excitant. Oui, quand tu signes ton acte authentique, c'est quasiment jouissif. Il y a aussi un petit sentiment de bonheur qui est assez récurrent quand il arrive, c'est recevoir ses offres de prêt. Et les clés. Ouais, les clés, tu vois, là, moi, c'est quelqu'un qui va aller chercher. Là, je fais l'acquisition la semaine prochaine de Nice. Malheureusement, je ne pourrais pas y aller parce que... Mais c'est le premier souvenir. Mais c'est surtout l'acte authentique. Là, quand tu signes l'acte... Alors, quand il y a deux étapes. Mais c'est vrai que les clés, si tu as la possibilité de les avoir, et notamment moi, sur la Côte d'Azur, parce que Nice est vraiment une ville qui est sublime. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire que des choses excitantes, en fait. Ouais, non, moi, c'est les clés et aller, après l'acte authentique, aller t'es devant chez toi. l'immeuble. Ouais, t'es chez toi. Devant l'immeuble, et là, tu as ce petit moment, même si tu n'aimes pas forcément l'immobilier. Et là, tu te dis, putain, c'est à moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est toutes les personnes qui sont passées par là se souviennent de cet exemple. C'est comme pour les entrepreneurs, la première notification Stripe. Ouais, c'est vrai que la première notification Stripe, moi, que j'ai eue en 2023, sur un audit, c'est vrai que t'as un shoot de dopamine. Ah ouais, c'est... Et tu vois, maintenant, aujourd'hui, je vais pas dire que ça me fait quasiment plus rien, mais c'est presque ça. Ouais, après, c'est quand tu vas lancer un produit, que tu vas avoir une nouveauté, que tu vas en avoir le résultat, mais tu as ce souvenir. C'est pour ça que ça me faisait rigoler sur Hakim Benotman, qui n'arrive pas à dire le jour précis où il a vendu. Toi, demain, tu vends ta boîte 120 millions, je peux te dire, j'actualise toutes les 5 minutes le compte bancaire, je te donne l'heure où... Elle remplace ma date d'anniversaire. T'es né quand? T'es né le jour de la vente. Oui, et tu vois, moi, je me souviens, la première notification, c'était pas Stripe, c'était PayPal avant de commencer sur Internet. Non, mais t'as totalement raison sur ce que tu dis. Alors, tu vois, je te fais un retour d'expérience. J'ai fait un audit avec Kevin, qui nous écoute, à qui je passe le bonjour, qui avait acheté une boîte. Tu sais, on avait fait une visio avec lui, rappelle-toi. Oui, je m'en souviens, oui. Sur la Sur un formation. centre de formation, ouais. Voilà, il a acheté 2 millions, un peu moins de 2 millions. Là, il vient de vendre. Je ne vais pas dire le montant. Et là, je lui dis, alors, comment tu te sens? Tu vois, ça a été quand même 5 ans d'intensité. Il m'a dit, putain, je me sens soulagé, je me sens bien. Je lui dis, là, tu vois, tu as fait une grosse étape. En plus, c'est un employé. Oui, il est fonctionnaire. Il est fonctionnaire. Donc, et là, il se rappellera évidemment de la date. Du closing. Il a fait quand même. Il se sent soulagé. Il a fait une partie du job. Ouais, c'est un souvenir. Donc ok, c'est chiant, mais il faut s'y intéresser. Ça, c'est obligatoire. C'est comme les chiottes, en fait. C'est-à-dire que... non, mais attends. Généralement, c'est moi qui fais ça. Non, mais admettons... non, mais c'est pas ça. C'est que les chiottes sont bouchées. C'est pas du tout intéressant, mais c'est indispensable. Mais là, c'est la même chose. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai théorisé un truc dans mon livre, la courbe des emmerdes. La courbe des emmerdes précède toujours la courbe de l'argent. Et là, les emmerdes, il faut les traiter. Sinon, elles se développent comme un cancer. Et pour citer Jacques Chirac, j'allais dire le dernier grand président de la France, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Ouais. Donc, les emmerdes, il faut les traiter. Et pour les traiter, il faut recruter un gestionnaire et il faut le surveiller comme le lait sur le feu.
Passons aux techniques opérationnelles maintenant. Alors, la technique, voilà, pour moi, ce que je voulais voir, c'est. Il y avait. On en a listé 12. Ouais, alors, non, il y a des techniques, si tu veux. On va mixer techniques et puis comment on fait pour identifier un bon gestionnaire, etc. Voilà. Mais Que ça soit actionnable. j'ai mis en place une technique. Alors, pour être honnête, elle est très récente. Parce que j'ai eu un déclic il n'y a pas longtemps sur un échange avec un mentoré. Un mentoré que j'ai, Auguste, hein, qu'on salue, que j'ai invité au Cygne Noir, au dernier Cygne Noir à Paris. Et c'est vrai que, en fait, Auguste, je me suis rendu compte sur un point psychologique, il est comme moi. Moi, là, ce que je suis en train de vous partager, c'est exactement mes défauts à moi. C'est-à-dire que moi, la chance que j'ai, c'est que maintenant, je mets la patronne sur l'affaire. Tu vois, moi, je lâche la patronne, et puis là, tu vois, par exemple, sur la construction à Bali, c'est elle qui pousse, etc. En fait, non, mais elle est super douée là-dessus. Et moi, je suis très mauvais. Moi, j'ai un excès d'empathie. Et en plus, le fait que j'ai besoin que ce soit stimulant intellectuellement, alors que c'est chiant, que c'est inintéressant. Et là, Auguste a décidé de recruter quelqu'un qui va administrer le parc, mais qui va administrer qui, concrètement, qui va administrer les gestionnaires. Et donc, je lui ai dit, écoute, il faut mettre en place cette technique. Donc, tu programmes 12 mails donc, que tu envoies en automatique, un par mois, où tu demandes en fait un compte-rendu. Tu vas poser des questions. Est-ce qu'il y a de la vacance locative? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que ça a été mis en annonce? Merci de m'envoyer l'annonce. Parce que ça aussi, j'ai remarqué, je vais redonner une deuxième technique dans cette technique. La plupart, si ce n'est pas la totalité des agences immobilières, quand tu as un bien, quand tu as un locataire qui part, donc il va déposer son préavis de départ. En location meublée, c'est 1 mois. En location nue, c'est 3 mois. Bon, si c'est un étudiant, c'est 1 mois. Mais disons que c'est 3 mois. À ton avis, quand est-ce qu'une annonce est publiée? Quand il est parti. Ben voilà. Et ça, tu vois, c'était un très petit problématique que je t'avais dit. Moi, j'ai recherché pendant longtemps. Et en fait, il y avait quelque chose qui m'intéressait sur certaines annonces. C'est de voir la date de publication de l'annonce et de voir quand est-ce que le bien sera libre. Tu sais, quelquefois, ils te le mettent dans les... Oui. Ils te disent, par exemple, ce bien sera libre en juin. Mais ils te l'annoncent dès mars, alors que le bien est meublé. C'est-à-dire qu'ils communiquent avec le locataire, qui sont proactifs, et là, tu peux te le noter. Et sur, c'était 7 ou 8 agences, il n'y en avait qu'une qui le faisait. Si demain, j'achète un bien dans la région, j'ai noté le nom pour aller le mettre. Ça peut être un travail de veille qu'on peut regarder. On s'en rend compte très très vite en se faisant passer pour le client mystère. Ce point-là, si tu veux, il est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on va te demander de modifier la culture d'entreprise de ton gestionnaire qui a l'habitude, dans ses process, dans son identité, d'attendre le départ du locataire, donc il n'est pas proactif, et de lui dire, écoutez, moi, mon bien, il faut le commercialiser dès la réception du courrier de préavis de départ. N'attendez pas 3 mois, je veux que ce soit publié dès la réception, et pour ça, il me faut l'annonce qui a été mise en place sur Internet. Donc ça, c'est aussi une technique qu'on peut mettre en place qui va finalement permettre d'éviter d'avoir de la vacance locative. Parce que le problème de la vacance locative, c'est quoi? C'est un problème qui est très simple. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Or, on a des échéances qui courent, et en linéaire, les échéances sur 10 millions, c'est 500 000 euros par an. Donc ça fait quoi? Ça fait 40 000 balles par mois à peu près. Donc, il faut être proactif là-dessus. Donc, on programme 12 mails, 1 par mois. Essayez de programmer des jours un peu, voilà, pas le premier de chaque mois, mais voilà, ça peut être le 3, ça peut être le 10, ça peut être le 31, etc. Et là, il faut poser un certain nombre de questions. Voilà. Où c'est qu'on en est, selon vous, sur la tension du marché locatif? Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, non, oui. Comment vous avez fait pour les résoudre? Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé de partir? Si oui, quelle est la date de départ? Avez-vous prévu de mettre l'annonce comme il a été convenu, etc. Et tout ça, il faut le convenir dès le début. On retombe sur la théorie du signal dont j'ai déjà parlé. Il y a un émetteur, il y a un récepteur. La compréhension du message incombe exclusivement à l'émetteur et pas au récepteur. Mais là, si on n'émet aucun signal,
la réception, elle est nulle. Donc là, il faut rappeler au gestionnaire que le propriétaire suit, traque, trace ses actifs. Et comme toute personne et comme tout entrepreneur, si on ne te contacte pas, C'est que... si on te contacte pas, tu as l'impression, ça te donne un laisser-aller. Oui, et on t'oublie. Ah, moi, j'ai le souvenir, et je m'étais inspiré de ça. C'était le directeur des ressources humaines. Quand il t'envoyait un mail, que tu lui répondais pas, il te renvoyait un mail, tu sais, il te réexpédiait le même mail avec écrit « kind reminder ». Donc, un gentil rappel. Ah oui. Et au fur et à mesure que et c'était programmé chez lui, que tu ne répondais pas à son mail, ça devenait de plus en plus accéléré. Le premier, c'était au bout de 3 jours. Ensuite, c'était au bout de 1 jour. Ensuite, ça devenait un rappel toutes les heures. Non, mais Il te lâchait pas le... Non, et en plus, tu sais que moi, je pense qu'on respecte que les gens présents qui émettent une légère pression. Tu vois, alors, il ne faut pas être agressif, il faut rester dans la courtoisie, mais et une fois de plus, c'est mon défaut. T'es comme moi sur ça. Ouais, et comme Auguste, je te dis, on va rallonger la liste, tu vois, pour se donner un peu plus de... On va faire un club. Donc, mais l'idée, c'est que oui. Et la patronne, non. Ah non, sans pitié. Sans pitié. Mais je te dis, elle te sort la serpe, Mhm. sans pitié. Je lui dis, c'est une super qualité. Ne lâche surtout pas. Moi, Un un lâche. Non, mais moi, un lâche. Bon, je veux dire l'autruche. En fait, ça m'emmerde. Et en plus, moi, comme j'ai un côté guerrier, c'est que j'ai une capacité d'absorption qui est très élevée. Il y a un moment donné. Où ça explose. Voilà. Et là, On appelle ça la cocotte minute. Ouais. Et là, si tu veux, j'entre en guerre frontale. Ouais, mais t'es comme moi. Mais il faut éviter d'en arriver là. Mhm. Et moi, j'ai une chance, et je le salue au passage, c'est mon directeur général, c'est Maximilien. Mhm. Maximilien, lui, il repousse jamais. Elle a demain. raison. Il dit, non, on le fait. C'est fait. Il a totalement raison. Et maintenant, aujourd'hui, je lui dis, tiens, appelle Fouad et regarde. Donc, c'est ma patronne. Non, mais honnêtement, il a totalement raison. Et donc, il faut maintenir cette tension professionnelle légère, continue. Douce. Voilà, comme il faut pas non plus tomber dans l'excès. comme une putain de tendinite, en fait. tu vois, la tendinite, ça fait un peu mal, mais ça t'empêche pas de marcher, finalement. Mais il faut pas tomber dans l'excès aussi. Non, c'est pour ça que je dis une fois par mois. Il ne faut pas mettre un mail par semaine. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'excès, et dans l'excès, Non. ça Pour t'énerve moi, tellement, une fois par mois, c'est pas excessif. Une fois par mois. Non. Et sachant que nous, en règle générale, on donne des immeubles de rapport. Donc Oui, c'est hyper intéressant pour le gestionnaire. Tu as une concentration de tous les biens sur le même lieu, ce qui fait des économies d'échelle. Et en plus, tu as la chance, c'est que vous êtes plusieurs. Moi, c'est quelque chose que je dis aux gens de Patrimoine Exponentiel. Quand vous arrivez dans une gestion locative, dites que vous n'êtes pas le seul investisseur dans la région. Tout à fait. Et tu as même cette notion, si tu veux, de recommandation. Moi, j'ai ramené énormément de recommandations auprès notamment d'un groupe de 3 agences sur une de mes zones. Donc là, on représente, je pense, actuellement peut-être 500 lots. Et là, récemment, j'ai appelé le patron pour taper du poing sur la table en disant écoutez, monsieur, là, par rapport à ce qui avait été convenu, parce qu'on a eu un taux de gestion préférentielle, parce qu'on a ramené du volume, moi, je leur ai dit écoutez, c'est très simple. Moi, c'est la satisfaction client qui compte. Il faut absolument remettre de l'énergie, de la rigueur du suivi. Je comprends qu'on peut avoir de temps en temps du personnel défaillant, mais là, pas pour ces clients-là. On ne peut pas avoir de défaillance. Parce que là, si tu pars avec 500... Parce que ben là, ça fait très mal. D'un coup, comme tu sais combien ça vaut un portefeuille de 500 Je n'ai aucune idée. Ça vaut entre 500 et 700 000 euros en valeur marchande. En valeur marchande. Ça vaut minimum, en valeur pessimiste, c'est 1 000 euros le lot. 1 000 euros le lot. Ouais, donc ça vaut 500 000 euros minimum. Donc là, je dis, écoutez, monsieur. Pensez à ça dans la... Voilà, je comprends que, comme dirait Bernard Arnault, j'ai juste à appuyer sur le bouton. Donc moi, je ne souhaite pas en arriver là. Ok, on a un taux qui est sexy, on a une GLI à prix coûtant, des choses que j'ai négociées pour le compte des investisseurs, mais in fine, ce qui compte, c'est le pognon qui rentre à la fin de la journée, à la fin du mois. Donc voilà, ça veut dire que de temps en temps... C'est la première fois que tu parles un mensuel.
Bah, c'est la Pour première fois. l'encaissement. Mais là, pour le coup, là, c'est la banque qui m'a imposé cet horizon temporel. Mais voilà, le véritable enjeu pour moi, c'est maintenir l'attention opérationnelle, c'est-à-dire que il faut surveiller son patrimoine. Et là-dessus, je suis navré, mais moi, j'ai un point de désaccord sur quand j'entends ouais, c'est du boulot. Non, non, c'est 4-5 heures. C'est infiniment moins que combien d'heures on travaille par semaine ou par mois pour gagner l'équivalent de 500 000 euros sur un encours de 10 millions. On est une prostituée de la matrice. Un cadre supérieur, un cadre top supérieur qui gagne 500 000 euros. Attention, c'est la capitalisation pure, parce que là, sur l'amortissement du capital, c'est du net d'impôt. Hein. Non, mais bien sûr, mais qui Va épargner 500 000 euros. Mais qui c'est qui, aujourd'hui, tu prends un cadre, un tueur à gages qui gagne 500 000 euros. Combien d'heures il travaille 100. C'est des salaires qui sont astronomiques. Donc là, il ne faut pas se dire, ouais, mais non. Hakim, il travaille 48 heures par jour. Ouais, mais il a des rendements de 900%, il a dit. Voilà. Il a des rendements je ne sais pas faire 900%. Donc là-dessus, ça c'est très important. Je me permets d'insister sur ce mécanisme parce que je sais que ce qui pète toujours en premier chez l'investisseur immobilier, c'est la psychologie. Précise-le ça, parce que ça c'est très important. Je dis toujours, on fera peut-être un épisode là-dessus, Ouais. D'ailleurs on l'a jamais traité, c'est que ça c'est une de mes créations originales. La psychologie est la colonne vertébrale de l'argent. D'ailleurs j'en ai trouvé une autre entre-temps qui je trouve très intéressante. Le capital humain, c'est ce qui irrigue l'argent. Et donc ta psychologie, si elle pète en premier, bah, tout s'écroule derrière. Et donc si tu écoutes ta psychologie, j'allais dire de faible, dans le sens où tu te dis « Ah mais non, c'est chiant, j'ai pas envie de faire. C'est pas intéressant. C'est pas stimulant intellectuellement la gestion locative. » Non, on te demande de surveiller le gestionnaire qui s'occupe de ton argent, de ton patrimoine. C'est vital. Je peux te dire que si demain tu places 10 millions obtenus à crédit chez un banquier privé, ou un conseiller en gestion de patrimoine, à mon avis, tu vas l'ausculter plus qu'un mail de 2 heures. Bien sûr. Tous les mois. Bien sûr. Et à la fin de l'année, tu vas au minimum lui demander combien m'a rapporté mon capital. S'il te dit, bah tiens, regarde, la métaphore est intéressante. Admettons à la fin de l'année, alors on prend un cas extrême. Il a perdu de l'argent, il y a un rendement négatif. Tu fais quoi? Un rendement négatif. Donc tu as perdu de l'argent. T'encaisses, tu gueules. Tu changes de gestionnaire, mais tu t'en es aperçu quelque part trop tard. Et du coup, une absence, une vacance locative est un rendement négatif par définition. Si tu prends l'exemple de Rémi, de Truchy de Varennes, tu sais qu'il fait la gestion de patrimoine. Oui. Rémi, tous les mois, va passer 1h30 en direct pour faire un état des lieux. Et pour des montants sur un panier moyen, peut-être de 200 000 balles, 300 000 balles. Voilà. Là, si on parle en millions d'euros d'encours, et pareil, pitié pour ceux qui me sortent cet argument, c'est du brut, brut ou net, peu importe. Le net, c'est la valeur de brut. Déjà, c'est ça. Et la valeur à l'instant T du bien, elle ne regarde pas si c'est brut ou net. Sa valeur de marché, c'est X. Et la plus-value, c'est sur le brut aussi. Quand tu as ton immeuble qui s'apprécie. C'est pas sur le net. Donc il faut penser à ça. Donc même s'il y a de l'encours, et surtout s'il y a de l'encours, il faut surveiller son patrimoine et donc son gestionnaire locatif comme le lait sur le feu. Ça, c'est hyper important. À mon avis, l'investisseur crypto ou l'investisseur en bourse qui investit avec du levier, il va regarder plus de 1 heure à 2 heures par mois son portefeuille. Tu as des gens qui regardent le compte bancaire tous les jours. Voilà. Comme si ça allait changer tout seul, alors sur des revenus qui sont réguliers. Je vais vérifier le mien. La confusion également, que j'ai noté qui est très important, les gens confondent en fait déléguer l'exécution, c'est-à-dire la gestion locative, trouver le locataire, faire l'état des lieux d'entrée, de sortie, etc. Déléguer une exécution, ça ne veut pas dire déléguer un contrôle. Il faut toujours garder le contrôle sur l'exécutant. La confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. La première fois que j'ai entendu ça, c'est de la part d'un gendarme. Moi, c'était mon grand-père. Ouais. Deuxième point après les 12 mails. En termes de technique, alors on peut déjà aussi... on va donner les techniques, puis après on regardera sur quelques éléments qu'on peut
qu'on peut mettre en place pour vérifier qu'est-ce qu'un bon gestionnaire. Et attention aussi, faut faire attention, un gestionnaire locatif, c'est pas une conciergerie d'auto-entrepreneur. Ça, c'est hyper important. Il y a la notion de carte G, donc une carte de gestion. Il y a la notion de responsabilité civile professionnelle. Il y a la notion de garantie financière. Généralement, c'est 110 000 euros. Parce que quand on a c'est ce qu'on comme les appelle... chasseurs immobiliers. Voilà, c'est ce qu'on appelle quand on a un maniement des fonds. Parce qu'en fait, quand le vrai gestionnaire locatif encaisse les fonds. Ouais. Alors, je tiens à dire au passage que moi, j'ai fait la gestion locative par le biais de ma structure pour mes premiers clients pendant 2 ans. Comment dire en expression assez populaire, c'est un boulot de chien qui rapporte pas grand-chose. Donc, ça veut dire que derrière, la défaillance, elle est presque programmée. Donc, il faut faire attention, justement, d'autant plus que le travail n'est pas valorisant également pour la personne qui fait ce travail-là et qui n'est pas c'est pas un travail très rémunérateur. Les gens ont l'impression que 6, 7, 8%, c'est le casse du siècle pour le gestionnaire. Non, une fois qu'il a tout payé, il doit marger à quoi, 1%? Il doit marcher encore. peut-être 1 ou 2%. 1%, ouais. 1%, 10%. Donc, 10% de résultat, c'est la norme 0,8, en société. Ça. Voilà, 0,8. En fait, elle est où son véritable argent? À la revente. Du portefeuille, tout à fait. Comme une assurance. Et c'est là qu'il faut appuyer, du coup, sur là où ça peut faire mal. La deuxième technique, donc Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'aurais jamais pensé à la valorisation. J'avais aucune conscience qu'un lot rapportait 1 000 euros de valorisation. Et moi, tu sais comment je le sais? J'ai vendu un portefeuille de gestion locative. Ah, t'as vendu un portefeuille? Ouais. Et ça se vend facilement? Moi, j'ai fait un prix, mais ça vaut 1 000 euros du lot minimum. Mais ça peut être plus. Hein. Demain, tu vends, je sais pas, moi, par exemple, j'ai une de mes clientes qui a acheté les locaux de la caisse d'épargne dans une ville. Le loyer est de 7 000 euros par mois. Donc, ça fait combien? Ça fait 84 à l'année. Là-dessus, même si tu baisses ses honoraires à 5%, ça fait combien? 4 000. Donc là, ça, c'est un lot qui vaut, pour moi, c'est un lot qui vaut 6-7 000 balles. D'accord. Donc d'ailleurs, alors, je vais donner une technique. Avant de donner 2 autres techniques, je vais donner une technique pour vous faire les dents. Ça, je vous le recommande fortement. Sur les lots commerciaux, gérez-les vous-même. Ça paraît contradictoire avec ce que je viens de dire, pas du tout. Oui, mais tu l'as une fois et c'est terminé, quoi. Pour moi, un emplacement de qualité, un locataire de qualité, comme là en ce moment, on a pas mal d'arrivages de Basic Fit sur les murs commerciaux. Pour moi, c'est 1 heure de gestion par an. Bon, déjà, vous allez économiser 6, 7, 8%. Là, on était sur des loyers à plus de 100 000 euros. De bien faire il faut compléter sur ça, sur le bail. Alors, faites-vous accompagner. Non, mais là, généralement, tu achètes un bail. Il faut que ce soit un bail notarié. Surtout, voilà, il faut qu'on ait une taxe foncière à la charge du preneur, etc. Mais admettons que tu achètes le produit qui tourne déjà. C'est pas toi qui as fait rentrer le Basic Fit. Tu achètes un Basic Fit, tu as le bon bail. Tu as un bail notarié, tu as un bail ferme sur 9 ou 12 ans. Tu as une caution solidaire de la société européenne. Là, on a fait rentrer des Basic Fit. En moyenne, tu es entre 100 et 140 000 euros de loyer. Ben là, il y a des vraies économies. Et surtout, c'est pas la gestion, quoi. Tu as 1 heure de gestion par an. Tu vas envoyer une quittance. Ouais. Donc là, ça peut être intéressant. Mais le point de vigilance, c'est bien faire attention à l'indice d'augmentation des loyers commerciaux. L'IRL Non, l'ILC. Ouais, pour le commercial. L'indice des loyers commerciaux. Après, il y a d'autres indices. Mais là, ça a un impact énorme. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un de mes locataires qui a un restaurant. Ouais, qui a un restaurant. Et donc, j'avais une revalorisation tous les 3 ans. Donc, par période triennale sur l'indice des loyers commerciaux. Et là, son loyer vient de passer de 1 597 à 1 862 euros. Donc, ça vaut le coup. Donc, il ne faut pas rater cette échéance. Il faut la prendre, la date anniversaire. Et elle ne peut pas être rétroactive. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment l'envoyer à la date. Enfin, on peut l'envoyer après les 3 ans. C'est un courrier que tu dois envoyer. Il faut envoyer un recommandé. Voilà. Bonjour, monsieur le locataire. Le loyer était de temps. Il est de temps aujourd'hui. Merci de modifier le montant. Voilà. Mais technique pour venir vous familiariser avec ce monde de la gestion locative sans en avoir une charge de travail trop importante, gérer directement les locaux commerciaux. Moi, j'ai mes hôtels, c'est moi qui les gère en direct. Tous mes locaux commerciaux, c'est moi qui les gère en direct. J'ai peut-être une dizaine de locataires en direct. Et honnêtement, à l'année, ça me prend peut-être 5-6 heures. Ouais, c'est... Donc, et surtout quand tu es sur un immeuble mixte, c'est la grosse part du
Du loyer qui rentre. Et autre technique, ce que je fais là, notamment avec mes clients, c'est que ce que je leur dis, c'est que là, on donne l'habitation sur un immeuble à usage mixte, c'est-à-dire commerce au pied de l'immeuble, habitation à l'étage. Ce qu'on fait, c'est qu'on garde le commerce. Le gestionnaire n'aime pas trop, mais bon, il n'a pas trop le choix. On garde le commerce. En gestion locative, on lui donne l'habitation. Donc ça permet quelque part en plus d'avoir un regard sur l'immeuble par le biais de ton locataire qui est au pied de l'immeuble. D'accord. On parlait d'autres techniques. Alors, il y a une technique, donc on en avait parlé quelque part. Si c'est possible, faites un tour. Sur la partie locale commerciale, je n'irai pas les regarder forcément. C'est pas forcément indispensable, mais sur l'habitation, ça me paraît important. Et donc, rencontrez les gestionnaires locatifs et faites un cadeau de fin d'année. Ou si vous allez les rencontrer en juillet. Tous vos partenaires. Tous les partenaires, sans exception. J'ai envie de dire, même celui qui nettoie les chiottes doit recevoir sa boîte de chocolat. Il est où mon cadeau? C'est moi le porte-valise. C'est moi le porte-valise. J'ai mon maître d'œuvre, il me dit tu m'as pas fait de cadeau. Mais je lui dis mais t'es malade ou quoi? C'est à toi de me faire un cadeau. Je lui dis c'est à toi de me faire un cadeau. C'est moi le client. Donc il m'a dit il m'a fait un cadeau machin etc. J'ai un des clients qui lui a fait un cadeau pour le remercier. Puis il me dit mais fois tu m'as pas fait de cadeau. Mais je lui dis mais attends mais moi non plus j'ai pas de cadeau. Moi je lui dis mais c'est à toi de me faire un cadeau. Je vais voir avec la patronne. Donc là-dessus pour moi un bon gestionnaire qui fait bien son travail. Il faut le valoriser, il faut le respecter, il faut faire preuve de gratitude. Et là-dessus, moi, je suis partisan de la théorie du choc, mais positive. Il faut le choquer positivement, il faut faire un gros cadeau. Voilà, 250, 300 euros, 400 euros, peu importe. Alors là, je vais sortir un argument que je sors rarement. En plus, c'est déductible des charges, comme dirait l'autre. C'est déductible. Donc, c'est un cadeau d'affaires. Tu récupères pas la TVA. Mais, ouais, mais après, bon, c'est... Tu veux le beurre, tu veux l'argent du beurre et tu veux... Non, mais parce que je précise, parce que quelquefois, tu as des comptables qui t'expliquent que le cadeau d'entreprise, c'est plafonné à 22 euros. Mais c'est pour ou 40 euros, je sais plus. C'est pour la récupération de la TVA. Ah, c'est une bonne... Je n'avais pas fait cette distinction. Moi, c'est vrai que je mets tout en compta et c'est le comptable qui gère. Oui, et puis la personne qui a fait rentrer, je sais pas, disons qu'on a un immeuble de rapport qui fait 4 000 par mois, 4 000, 4 002, la personne a fait rentrer 50 000 euros de loyer. Lâcher 500 euros, 400 euros, 300 euros, peu importe, c'est une belle somme en valeur absolue, mais en valeur relative, c'est pas grand-chose. Je vais noter toutes les personnes que je fais rentrer là. C'est très agréable. Un séjour aux Seychelles. C'est très agréable. Rétroactif, ça va être rétroactif. C'est très agréable. Moi, j'attends de ta part le séjour à la Mamounia. C'est mon rêve de dormir à la Mamounia. Pas à Régent. Comme je ne suis pas tout à fait encore sur la phase 2, j'attends encore un peu. L'idée, voilà, il faut récompenser le gestionnaire. Et là, je peux vous garantir une chose, c'est que déjà, chez les banquiers, quasiment personne ne le fait. Chez les gestionnaires, encore moins. Et là, on marque les esprits. Et on a un interlocuteur qui reste un être humain et qui va quand même forcément porter plus d'attention à vos biens. Il y a aussi quelque chose pour les aider dans l'immobilier, un acteur qu'il ne faut pas oublier et il ne faut pas hésiter à faire un cadeau. Et je dirais que c'est le plus gros cadeau qu'il faut faire. C'est les animateurs du podcast. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va mettre l'adresse postale. Peut-être, je me suis dit, on pourrait faire une rencontre physique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, une petite journée. Une petite journée, un petit repas. À Paris ou à Berlin, peut-être intéressant. Paris. Ouais. Quoique Paris, c'est stressant, quoi. Non, mais en même temps, ça te donne de l'énergie. Ah, je préfère Londres. À Londres, moi, je sais pas, j'ai un peu de mal, mais j'adore leur accent, j'aime bien un peu leur humour, etc. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Non, mais Paris, on peut faire une... Dites-le dans les commentaires. Et seuls ceux qui auront mis 5 étoiles seront invités. Ouais, alors mettez-nous des étoiles et des commentaires, notamment sur Apple Podcast, parce qu'on a quand même des haineux. Alors il y en a un qui a mis 1 étoile sur 5 en disant que les blagues racistes ne passaient pas. Mais ça, je t'ai toujours dit de te calmer un peu. Non, c'est pas moi qui fais le plus de blagues racistes. Autre technique ? Vas-y. Alors il y a une technique qui est hyper importante à mettre en place. Si vous avez par exemple 2 ou 3 immeubles de rapport dans une même zone qui n'est pas une concentration non plus trop importante de patrimoine, ce que vous pouvez faire, c'est que si c'est la même agence, mettez 2 gestionnaires différents pour pouvoir en fait comparer les résultats en matière de qualité de gestion locative, mais en fonction de la personne qui gère. Donc ça, c'est aussi important de se dire, je ne mets pas tout le temps la même personne. Alors moi,
Il y a une agence justement où j'avais une des meilleures gestionnaires de France dans un réseau. Elle a été élue régulièrement meilleure gestionnaire de France. Et là, ça n'a pas manqué. Elle est partie également en congé mat et la gestion a capoté. Donc, pour un misogyne. Non, pourquoi ? Sous-entendu, prenez pas de femmes en... alors, la plupart du temps, ce sont des femmes. Hein. Non, mais je plaisante. Alors, tu sauras que moi, je suis féministe. Même si ma femme ne me croit pas, je suis féministe et je devrais peut-être pas le dire, mais je fais systématiquement un tarif aux femmes pour le mastermind Le Signe Noir pour les encourager de venir et de se former. J'étais content, j'en ai eu 4. Tu vas avoir des mecs qui vont dire que moi, c'est je des suis femmes. autre. Voilà. Tu veux que je te montre ? Non, c'est bon, t'as la réduction. Non, c'est bon, t'as la réduction. Pensez à ça de... Alors, quelques petits points pour terminer. Il y a ce qu'on appelle des red flags en anglais, donc des signaux d'alerte. Pour moi, il y a des honoraires trop bas. Une agence qui prend, par exemple, 5% TTC ou 4% TTC. Ouais, c'est 7-8. Pour moi, c'est rédhibitoire. En fait, le taux, quelque part, on s'en fiche. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est la qualité de la gestion locative et pas le taux de commission. Ça, c'est un premier point. Un gestionnaire qui a trop de lots à gérer, ça, c'est quelque chose également qui est, pour moi, rédhibitoire. Il y a une agence, par exemple, à Besançon, qui a un portefeuille de gestion locative de 3000 logements. Je ne travaillerai jamais avec eux parce qu'ils ont un portefeuille trop important. Et si on reprend par gestionnaire, au-delà de 300 lots, pour moi, c'est beaucoup trop important. Il y a aussi un point extrêmement important. Il faut demander si l'agence locative, donc qui est une agence immobilière également, est-ce qu'elle a un comptable en interne pour faire toutes les quittances, toutes les comptabilités, etc. Il y a beaucoup d'agences où il n'y a pas de comptable. Et là, c'est pas possible. En fait, on peut pas être au four et au moulin en même temps. Parce que c'est la quittance, il faut expliquer, elle est généralement envoyée quand le virement arrive pour le mettre en face. Tu peux avoir l'appel des fonds, tu peux avoir la comptabilité, tu peux avoir les frais. Il y a énormément de choses. Les sous-traitants qu'il faut payer sur le ménage dans l'immeuble, la petite maintenance, il faut un comptable sur plusieurs centaines de lots. Donc, il y a des agences qui ne disposent pas de comptable parce qu'elles n'ont pas les moyens. L'agence est trop petite. Trop gros, c'est pas bon. L'agence trop petite, c'est pas bon non plus. Le manque de réactivité, en fait, dans les premiers échanges, c'est mort. Vous appelez un lundi, on vous rappelle 15 jours plus tard, pour moi, ça, c'est mort. Donc ça, c'est rédhibitoire également. Pareil, ça, tu peux faire le client mystère, contacter les agences, tu vois, sur un bien qu'ils ont en location et tu regardes en délai de réponse. Oui, tout à fait. Parce que un locataire, c'est comme, en fait, moi, quand je bossais dans l'automobile, quand un prospect était intéressé par un véhicule, il ne fallait pas le rappeler dans 15 jours. Bah oui, parce que qu'est-ce qui s'était passé entre-temps ? Mais il aurait contacté plein d'autres personnes. Il a acheté un autre véhicule. Donc là, c'est pareil. En fait, ça se trouve, c'était un bon locataire et il a pris une autre location. Donc la réactivité, c'est très important. Et pour moi, il faut trouver une agence qui est dans un rapport. Je ne gère pas que des lots. Je gère le patrimoine d'un individu, d'une famille. Et là, moi, je fais beaucoup d'inception là-dessus aussi. Il faut le dire. Écoutez, monsieur, j'ai des millions d'euros de dettes bancaires. Je ne peux pas me permettre que ça capote. Là, c'est la manière franche et directe de mettre la pression. Quand je gérais mes locataires en direct, je parle des particuliers, je disais, monsieur, j'ai un crédit là-dessus, il faudra me payer tous les mois. Je ne peux pas me permettre en fait d'être à découvert. Voilà. Et ça, il faut être très clair avec les locataires ou avec le gestionnaire pour qu'il puisse comprendre en fait que c'est pas un héritier qu'il a en face de lui, un rentier. Je sais pas si tu savais, mais 60% du patrimoine français provient de l'héritage. 60%. Je pensais que c'était plus. Je pensais que c'est c'était énorme. 80. C'était 35% dans les années 70. Je l'ai vu sur l'héritocratie. Ouais, 60%, c'est beaucoup. Mais je m'en suis rendu compte, tu vois, c'est très marrant parce que je m'en suis rendu compte sur la vidéo de Mounir. Parce qu'on a parlé d'un cas, tu sais, Franck, que tu connais. Oui. Franck, que tu as vu en plus en mastermind. Ouais, tout à fait, qui est très sympathique d'ailleurs. Ouais. Et qui était bloqué, qui a fait 2,2 millions en 18 mois. Et les gens disaient, non mais il a forcément hérité. En France, une réussite est forcément héritée. Et je me demande si c'est pas pour ça que le storytelling met tant de choses sur le misérabilisme. J'étais fauché. Ah oui, peut-être. Parce qu'on considère qu'on ne peut pas réussir sans héritage. Donc dire
que tu as commencé sans argent t'as et bien dit- insisté. Oui, puis t'as le biais du survivant. Si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Et la blague raciste sur le commentaire, blague douteuse, pas fan des blagues sur les pays en voie de développement comme l'île Maurice. Non, mais c'est pas. Tout en précisant que c'est une blague raciste. Depuis quand faire une blague sur un pays est une blague Mais raciste? c'est même pas un pays en développement. C'est- C'est quoi C'est quoi Ça, c'est toi qui. Et voilà. Et... Non, mais l'île Maurice, en plus, tu tapes généralement plus sur les Africains que sur l'île Maurice, quoi. Mais voilà, non, mais Bah, faire c'est une blague l'Afrique, sur je un crois. pays, faire une blague sur un pays, c'est une. Non, mais tu vois, là, c'est un truc qui est important. On peut plus rire, on peut plus rien dire, quoi. On a quand même. Alors, nous, on a une chance, on n'a pas de sponsor. Mm. On n'est pas sponsorisé par les matelas, je ne sais quoi, là. Il y a Ou par NordVPN. Non, mais tu sais que tu sais quoi, moi, en fait, je me dis, putain, calme-toi au niveau de mon cerveau. J'ai vu le classement, là, genre des meilleurs podcasts. Là, il y en a un, tu vois, en podcast immobilier, sponsorisé par des matelas. Et non, mais c'est vrai, tu vois. Le Non, mais- pauvre. Tu vois, non, mais en fait, ce qui me tue, je me dis, putain, mais en fait, la valeur ajoutée, elle flirte avec le zéro. En plus, le sponsoring, c'est un putain de matelas Ikea, tu vois. Et puis derrière, nous, on voudrait nous enlever en plus notre liberté de penser, comme dirait. Pani. Voilà. On est encore libre d'autodérision, de s'envoyer quelques balles perdues. Je veux dire, c'est marrant, quoi. Les Faut gens ne se arrêter. rendent pas On n'est compte pas de la raciste. création de podcasts, ne se rendent pas compte que déjà, c'est pas scripté. Oui. Et donc, que c'est un échange. Et que automatiquement, tu peux te faire amener. C'est marrant. Voilà, c'est un moment de liberté qu'on a, et ce depuis 3 ans. Et c'est ce qui nous fait soutenir, mine de rien, pendant 3 ans, la production de contenu. C'est que depuis le premier jour, c'est toujours le même plaisir de réenregistrer un podcast. Mais en fait, Même si j'ai pas mes cadeaux. j'ai oublié le nom de ce brillant français qui avait sorti une expression qui a été reprise par le monarque Hassan II. Le style, c'est l'homme. Et moi, je le crois profondément. Nous, on a une ligne éditoriale qui est fondée sur une forme de disruption, sur une pensée stratégique et sur de l'humour. Voilà. Donc voilà. Et enfin, petite parenthèse, ces mêmes gens vont aller mettre 5 étoiles aux vendeurs de matelas. donc voilà. Alors, dernier point, enfin, quelques derniers points. Pour moi, il faut le tester, le gestionnaire locatif. Comment tu le testes? Alors déjà, posez-lui quelques questions déjà techniques. Est-ce que vous proposez des GLI? S'il te dit, ouais, c'est quoi une GLI? Garantie de loyer impayé. S'il te dit oui, quelle est l'origine de qui est l'assureur? Moi, j'aime bien quand c'est des grands assureurs comme AXA. Par exemple, sans leur faire de la pub, mais chez Century 21, c'est AXA qui assure la GLI. Je peux même vous donner le taux à prix T'as coûtant, pas c'est 2,8? 2,80. Ah, Ouais, mais c'est tu 3,30. 3,30. Mais moi, je l'ai à 2,80. Il suffit de demander. Il y a même une protection juridique à l'intérieur. AXA, si tu veux, en fait, la leçon, c'est que moi, en matière de PNB, de produits nets bancaires, de profitabilité dans la relation clientèle, donc je vais faire travailler l'assurance bancaire dans un premier temps, mais ensuite je migre sur des vrais assureurs en cas de litige, en cas de sinistre. Posez alors la question sur de l'encadrement de loyer. Est-ce qu'il y a une indexation ou pas sur l'IRL, donc sur les loyers, sur l'indexation, là si on est sur les loyers d'habitation. Et Loyer d'habitation, c'est tous les ans. ça dépend, je crois que c'est tous les ans, mais j'en suis pas sûr, mais je crois que c'est tous les ans. L'IRL sur le L'IRL, ouais. Voilà. Moi, j'ai un principe sur les zones qui ne sont pas très tendues, j'augmente pas le loyer. D'accord. Donc, j'augmente le loyer uniquement sur les zones tendues et sur les locaux commerciaux. A fortiori, en fait, Et ça, En- c'est en le emplacement gestionnaire numéro un. locatif qui va te... il doit le faire automatiquement. Est-ce qu'il rédige ses baux lui-même? Ou est-ce que c'est un modèle bidon pris sur Internet, etc. Et donc, ça, c'est quand même des questions qui sont assez importantes. Le nombre de sites sur lesquels il publie. J'étais tombé sur une agence qui m'avait sorti une réponse. Franchement, j'étais consterné. Elle avait dit, nous, on publie sur certains sites, mais on ne publie pas sur Le Bon Coin. Quand tu publies pas sur Le Bon Coin, c'est comme si tu me disais, Parce que Le Bon écoute, Coin est cher. je prends pas l'autoroute, ni la nationale, je vais traverser la France, la départementale, c'est suffisant, je pense. Donc, Et sur il y a un indicateur également. Et je sais que bon, ça représente de l'argent pour le gestionnaire local. argent.
Argent, toi donner argent. T'as pas dit dip. Ça, c'est Zip. raciste ou pas? Zip. Non, mais dis dip. Non, zip. Non, tu regarderas, il a dit t'as pas dit dip. T'as pas dit zip. C'est les zips, la Ouais, fermeture je éclair. sais. Je sais. Ah, mais Alors, tu sais qui c'est qui a inventé la fermeture éclair? c'est français. C'est Hermès. C'est Hermès. Ouais. Les Français. Il y a de l'innovation, bien sûr. Ils Le, ont quasiment tout inventé, les Français. le truc où moi j'aime bien sur les vérifier sur les annonces que l'agence va publier, j'aime bien de voir si, tu sais, pour faire les économies, ils te mettent 3 photos sur une seule photo pour pas payer le pack de 5 photos. Ça, c'est quoi? J'ai pas compris. Sur le Bon Coin. Tu sais, sur le Bon Coin, tu as 3 Ah photos. oui. Ah putain. Et t'en as qui te mettent des petites On photos voit rien. où on voit strictement rien. Et là, ce qui est très marrant, et ça c'est un petit conseil, premier message que j'envoie, est-il possible d'avoir un dossier photo complet? Tu regardes le délai qu'ils te mettent à te répondre. Il y en a un, 10 jours pour me répondre. Ouais. 10 jours. Ah, mais 10 jours, c'est une éternité quand tu cherches un logement. Mais tu as le temps surtout d'aller voir d'autres, parce que si le mec il te répond pas, Donnez-moi argent. non mais tu vas te dire, il est loué. Tu vois, il est Ah loué. oui. Et le truc, Mais- bizarrement, il est toujours en mais ligne, tu sur vois, une là- zone tendue. Là, tu pointes en fait à une problématique qui est récurrente, qui est presque structurelle. Le manque de réactivité est la norme chez les gestionnaires locatifs. Je ne sais pas pourquoi, pour quelles raisons ils ne sont pas plus réactifs. Est-ce qu'ils ont trop de travail? Est-ce qu'il y a trop de l'eau à gérer sur une tête? Je ne sais pas, mais en tout cas, le manque de réactivité. Et du coup, il y a cette technique. Quand on demande une information, si 48 heures après, on ne l'a toujours pas, ça c'est très problématique. Et il y a la rotation du personnel. Si votre gestionnaire locatif change tous les 6 mois, c'est très très C'est qu'il mauvais. est mal payé. C'est qu'il est mal payé et du coup, la gestion est mauvaise. Autre point, on en avait parlé, demander la carte G. Il y a eu une de mes mentorées en 2021 ou 2022. Elle avait chassé elle-même donc l'immeuble, donc je n'étais pas concerné, donc inquiété, mais bon, je fais quand même le retour d'expérience. Le gestionnaire locatif lui avait pas payé 40 000 € de loyer cumulé. Et en fait, c'était aperçu que normalement, il faut distinguer évidemment les comptes personnels des comptes de la société et des comptes des loyers. Normalement, il faut des comptes spécifiques. En fait, Ouais, il c'est a, qu'on séquestre un peu. en fait, sur il avait les pris, comptes de- il avait pris tout le pognon. Ouais. Il avait pris tout le pognon, dont celui de la CAF. Et il s'avérait que le gestionnaire n'avait pas de carte G, pas de responsabilité civile professionnelle et pas de garantie financière qui est la Pauvre. garantie qui va prendre à charge les loyers non payés, en fait, la défaillance du gestionnaire. Donc, normalement, ce sont des informations qui s'affichent en agence ou sur le site internet, mais voilà, faites attention à ne pas avoir ce cas de figure qui est rare, mais qui peut quand même arriver, qui est arrivé. Dernier point qui est très important, et là, c'est sur le recrutement, la qualité des locataires. Moi, au début, j'ai fait, par excès d'empathie, j'ai fait un peu dans le social. J'ai pris des bénéficiaires du RSA, des chômeurs, etc. Systématiquement, je ne veux pas dire qu'il y a une corrélation entre la pauvreté et les problèmes. Je ne me permettrai pas de dire ça, puisque j'en viens, comme dirait l'autre. Mais, tu vois, l'avantage, c'est que tu peux dire des choses comme ça quand tu t'appelles Fouad. Voilà, Ça passe. Moi, je vais me faire traiter de... Voilà, je vais te payer le loyer après-demain. De sociophobe. Donc, les cassos, je suis désolé, avec 55% du PIB qui est prélevé, dont 30% de redistribué, c'est le rôle de l'État de les gérer. Donc, la qualité des dossiers sélectionnés, donc les locataires mis en place par les agences immobilières doivent respecter scrupuleusement les règles de la GLI, Voilà. qui assure quand même un minimum C'est ce que j'allais te dire. de Si tu as qualité. la GLI impose des conditions... Oui, minimum 3 fois le montant du loyer. loyer. Après, on peut se dire, nous, on veut peut-être à 4. Alors moi, ce que je propose en technique, mais ne le faites pas tout le temps, faites-le dans les débuts pour jauger le pédigré de votre interlocuteur. Tiens, donnez-moi 2 dossiers au hasard de mes locataires et tu regardes le dossier. Tu regardes si c'est un dossier de merde ou si c'est un dossier de qualité. C'est un contrôle inopiné. Et si par exemple, il te prend quelqu'un, que tu lui prends la GLI, mais que le locataire qui a choisi ne rentre pas dans les critères de la GLI, C'est grave, là. C'est la responsabilité du gestionnaire. Bien sûr. Là, il y a quand même une responsabilité professionnelle. C'est pour ça qu'il faut une RCP, une responsabilité civile professionnelle. Mais l'idée, dans les débuts, dans les 6 mois, on va dire, ou dans les 3 mois, sort 2-3 dossiers
Je veux les regarder. Mais après, sélection du locataire. Pour voir en fait ce qui a été validé. Et voir si toi, c'est un dossier que tu aurais validé ou pas personnellement. Après, il y a une exception. Les étudiants avec caution solidaire des parents, pour moi, ce sont des bons locataires de manière générale. Mais une fois de plus... Ça va dépendre également de, tu sais, si c'est une école de commerce. Ouais, mais même généralement, à partir du moment où tu as une caution solidaire des parents qui s'impliquent dans ça, en règle générale, ça se passe assez bien. Donc voilà à peu près sur ce que j'avais à dire sur la gestion locative. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points. Mais on a fait quand même pas mal de tours, on a donné pas mal. Et de tester en tant que client. Tester en tant que client. Bien sûr. Par exemple, tu sais, moi, je rentrais pas dans le cadre des GLI. Oui. À cause de la non-déclaration. Et ça fait tout le temps chier de demander à papa et maman à 70 ans ou à ta sœur, est-ce que tu peux te porter caution? Ils vont se dire, putain, t'arrêtes de faire le zouab sur Internet, ça paye pas, quoi. Je l'avais énoncé à un gestionnaire, une agence, et qui m'avait dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est trouver une solution. Il m'avait donné un organisme de caution indépendant. C'est pas Visal? Non, parce que je rentrais pas dans la Visal. Visal. Visal, c'est moins de 30 ans, je crois. Ou 35. Mais il m'avait donné un organisme. Il m'a dit, celui-là, on a eu l'habitude. En fait, tu mets une garantie chez eux, ou sinon, auprès de votre banque, vous demandez ça, et ils le mettent sur un compte à part. Mais le mec m'avait répondu de suite. Et c'était comme par hasard, celui, à chaque fois que tu envoyais un mail, il te répondait. Tu demandais les photos, il te répondait. Des petits détails à la con. Moi, je suis très exigeant en tant que locataire. T'es casse-couille, quoi, tu veux dire. Je suis pas casse-couille. C'est le truc. Est-ce que c'est quoi le lave-vaisselle? C'est quoi le lave-linge? La marque? Oui, je demande même la marque. Parce que tu as des lave-linges qui sont exceptionnels. Et je veux pas acheter un lave-linge tant que c'est pas... Tu parles de quoi? Miel, par exemple? Miel, mais même tu as des... Pas Gagno, parce que Gagno, tu l'as pas en locatif. Moi, j'ai du Gagno... mais en four, ça, c'est en four ou en machine à café? Non, j'ai du Gagno en four, planche de cuisson, plancha, mais à l'étranger. Ouais. Et tu vois, par exemple, j'avais du miel en machine à laver. J'en ai une garantie 10 ans. La machine à laver, je la mets dans la pièce. On te la met à 1400 tours minutes. Pas un bruit. Ouais, moi, j'en ai acheté une il y a 2 ans. Là. J'ai acheté sèche-linge, lave-linge. Alors, c'est 3 ou 4 fois plus cher. Et ce qui paraît, ça dure 25 ans. Alors, je ne sais pas si ça dure 25 ans, mais tu vois, pour des trucs que quand ça va tomber en panne, j'aime bien demander le... Deutsche Qualität. Non, pas forcément Deutsche Qualität, mais j'aime bien toutes les marques que tu as citées sont allemandes. Gagno, Miel, c'est allemand. Gagno, quelquefois, tu as des problèmes, mais par exemple, moi, j'aime bien quand je loue demain en tant que propriétaire, je vais bien équiper les apparts. Je ne vais pas faire du grand luxe. Après, tu peux pas. Pour un studio, pour étudiants, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose, mais quand tu loues un truc de 60-70 mètres carrés sur un marché qui est un marché de niche, de frontalier. Oui, là, tu peux te permettre. Où tu sais que le mec, par exemple, il va rentrer, tu vois, si tu prends le marché Metz, frontière, tu sais que le mec, il va rentrer le soir, il va faire sa machine. C'est un argument. Moi, sur du frontalier, je veux du clé en main. Ça veut dire que le mec, il arrive, il a déjà Internet, il a déjà Netflix, il a déjà... D'ailleurs, petit conseil là-dessus, pour les studios d'étudiants, prévoyez les sorties pour machine à laver, qui sont quand même assez rares. Surtout qu'en monopropriété, on peut vraiment refaire... le conduit, voilà, la colonne. Donc ça, c'est important parce que si l'étudiant peut éviter d'aller à la laverie automatique, il sera très content d'avoir un lave-linge, mais pour avoir un lave-linge, il faut une alimentation, une évacuation spécifique. Ah oui, j'ai confondu avec le lave-vaisselle. Ouais. Pardon. En conclusion, un bon gestionnaire, ça ne se trouve pas, ça se recrute. Ça, c'est fondamental, comme tout le reste de l'équipe. Et prenez le temps de fortifier ce maillon et de vous assurer que les loyers rentrent effectivement. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo, en attente de mon cadeau. Et je vois Fouad qui rigole et il va pas s'en tirer.
J'aime bien ta montre. Si tu veux faire un cadeau. Merci. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.